Avec ses lunettes noires emblématiques et sa voix douce inimitable, Nana Mouskouri est une icône mondiale de la musique depuis plus de 6 décennies. Elle a chanté dans plus de 10 langues, vendu plus de 400 millions de disques et figure aux côtés de légendes telles que Madonna et Céline Dion. Mais derrière les projecteurs brillants se cache une vérité qu'elle a gardée secrète pendant des années. Aujourd'hui, à l'âge de 90 ans, Nana Mouskouri brise enfin le silence, non pas à travers une ballade émouvante, mais par des révélations sincères et bouleversantes qui ont stupéfié le monde entier. Qu'est-ce qui a bien pu pousser une légende comme elle à se sentir aussi découragée au point d'envisager de quitter la scène à jamais? Quel combat personnel a-t-elle traversé sans que personne n'ose en parler? Et pourquoi a-t-elle choisi ce moment précis pour tout révéler? Rejoignez-nous pour retracer le parcours de vie de cette femme qui a jadis conquis des millions de cœurs et découvrir ce que nous avons tous soupçonné, enfin confirmé par la légende elle-même. Les premiers pas d'une légende. Née le 13 octobre 1934 à la Canée, en Crète, en Grèce, Nana Mouskouri était destinée à la grandeur bien avant que le monde ne connaisse son nom. Dès son plus jeune âge, il était évident que la musique n'était pas seulement une passion pour elle, c'était une vocation. Ayant grandi à une époque tumultueuse marquée par la guerre et les difficultés, Nana trouvait du réconfort et une échappatoire dans les mélodies qui passaient à la radio et dans les berceuses chantées par sa mère. Sa voix, même enfant, possédait une clarté éthérée qui ne laissait personne indifférent. Elle était douce, envoûtante, profondément émotive, un véritable instrument en soi. La famille de Nana déménagea à Athènes alors qu'elle était encore enfant, et c'est là que son véritable parcours musical commença. Encouragée par ses parents, elle s'inscrivit au Conservatoire d'Athènes, où elle étudia la musique classique, le piano et les techniques vocales. Bien qu'elle ait été formée à l'opéra, son cœur était attiré par la puissance émotionnelle brute de la musique folklorique, du jazz et des ballades contemporaines. Son choix de chanter en dehors de la tradition classique fit sourciller certains au conservatoire, mais Nana resta déterminée. Elle croyait que la musique devait toucher les cœurs, quel que soit le genre ou la structure. Puis vint l'année 1958, une année qui allait tout changer. Cette année-là, alors qu'elle se produisait dans un lieu appelé le Zaki Club à Athènes, Nana rencontra Manos Hadjidakis, l'un des compositeurs les plus célébrés de Grèce. Hadjidakis était un homme reconnu pour son talent extraordinaire et sa capacité à découvrir des joyaux musicaux cachés. Dès qu'il entendit Nana chanter, il reconnut en elle quelque chose de rare, une pureté émotionnelle, une voix capable de transcender les langues et les cultures. Il lui proposa de composer spécialement pour elle, marquant le début d'une puissante collaboration artistique qui allait transformer l'avenir de la musique grecque. En 1959, sous la direction de Hadjidakis, Nana interpréta la chanson Kapou Iparchi I Agapimou au premier festival de la chanson grecque. Écrite en collaboration avec le célèbre poète Nikos Gatsos, la chanson était une expression délicate et poétique du désir et de l'espoir. L'interprétation de Nana captivait le public et les juges. Elle remporta le premier prix, marquant non seulement un tournant décisif dans sa carrière, mais aussi l'avènement d'une nouvelle ère pour la musique grecque. Cette victoire représentait bien plus qu'un trophée. C'était l'ouverture d'une porte vers un avenir rempli de reconnaissance internationale, de connexions émotionnelles profondes et de réalisations novatrices. Nana Mouskouri n'était plus seulement un talent local. Elle était une étoile montante dont la voix allait bientôt résonner bien au-delà des frontières de sa patrie. Mais ce n'était que le commencement. Les années suivantes verraient sa musique franchir les barrières de la langue et de la géographie. Et à mesure que sa renommée grandissait, son influence aussi. À partir de cette première étape majeure, Nana s'engagea sur une voie qui allait faire d'elle l'une des artistes féminines les plus vendues et les plus aimées de l'histoire de la musique. Oui, le miracle ne faisait que commencer. De Berlin au monde,
les étapes décisives d'une icône. Juste un an après sa victoire révolutionnaire au Festival de la chanson grecque en 1959, Nana Mouskouri a une fois de plus prouvé qu'elle n'était pas un talent éphémère. En 1960, elle est retournée sur la scène du même festival et a remporté non pas un, mais 2 premiers prix, en interprétant à nouveau des chansons composées par le grand Manos Hadjidakis. Sa voix, unique par sa chaleur, sa sincérité et sa clarté, avait commencé à se faire une place dans le cœur des mélomanes à travers la Grèce. Mais Nana Mouskouri n'était pas destinée à rester un trésor national, elle était vouée à une reconnaissance mondiale. Plus tard, cette même année, sa réputation a franchi les frontières de la Grèce lorsqu'elle a été invitée à se produire au Festival de la chanson méditerranéenne à Barcelone. Concourant parmi les chanteurs les plus talentueux du sud de l'Europe, Nana a stupéfié le public et les juges, remportant un prix qui a encore renforcé son statut international grandissant. Il était évident que cette jeune femme, avec sa timidité apparente et ses lunettes noires emblématiques, possédait quelque chose de vraiment spécial, une profondeur émotionnelle qui transcendait les cultures et une voix capable de porter les espoirs et les peines de nombreux peuples. Sa percée internationale est arrivée rapidement et de manière décisive. Avec le soutien de la branche parisienne de la grande maison de disques Philips Fontana, Nana a quitté sa Grèce natale et a déménagé en France. Une démarche audacieuse pour une jeune femme au début des années 1960. Paris, alors épicentre culturel de l'Europe, est devenu le tremplin de son prochain acte, conquérir le monde. En 1961, une chanson allait tout changer. Nana a enregistré un morceau d'une beauté poignante intitulé « Roses blanches d'Athènes », un hommage musical à sa terre natale. Le titre a ensuite été adapté en allemand sous le nom de Weiße Rosen aus Athen. La chanson a touché une corde sensible dans l'Allemagne d'après-guerre, une nation en quête de beauté, de douceur et d'unité dans sa culture populaire. Weiße Rosen aus Athen est devenu un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, un chiffre impressionnant pour l'époque, et établissant Nana Mouskouri comme une véritable artiste internationale. La chanson n'était pas seulement un succès commercial, c'était un moment culturel. Elle annonçait au monde que la voix de Nana était un pont entre les pays, les langues et les cœurs. Ce qui distinguait Nana des autres chanteurs de sa génération, c'était sa capacité remarquable à chanter dans plusieurs langues. Tandis que de nombreux artistes luttaient pour franchir les barrières linguistiques, Nana les embrassait. Elle a enregistré des chansons en grec, français, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, japonais et même en gallois. Sa flexibilité linguistique n'était pas un simple artifice, c'était l'expression de sa conviction en l'unité à travers la musique. Elle comprenait que la mélodie pouvait véhiculer un sens au-delà des mots, et que chanter dans la langue maternelle d'un peuple était un geste de respect, d'inclusion et d'intimité. En 1963, son influence internationale croissante l'a conduite à représenter le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec le titre « À force de prier ». Bien qu'elle n'ait pas remporté le concours, terminant à la 8e place, sa prestation a fait entrer sa voix et son nom dans des millions de foyers européens. L'Eurovision, déjà un événement culturel majeur à l'époque, lui a offert une plateforme supplémentaire pour faire découvrir sa sensibilité émotionnelle et la pureté de sa voix. Même si elle est repartie sans trophée, elle a gagné quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance à l'échelle du continent. La renommée internationale de Nana n'a cessé de croître. À la fin des années 1960, elle n'était plus seulement une chanteuse en tournée. Elle était une star multimédia. De 1968 à 1976, elle a animé sa propre émission télévisée sur la BBC, intitulée Presenting, Nana Mouskouri. L'émission était non seulement une vitrine de ses talents vocaux, mais aussi un symbole de son intégration dans la culture populaire britannique.
Elle y accueillait un éventail éblouissant d'invités, dont des légendes telles que Charles Aznavour, Joan Baez et Harry Belafonte. Chaque épisode célébrait la collaboration musicale, l'échange culturel et l'émotion humaine partagée. L'impact de cette émission allait bien au-delà du simple divertissement. Pour de nombreux téléspectateurs, Nana n'était pas qu'une chanteuse. Elle était une présence réconfortante et élégante qui apportait le monde dans leur salon. Ses lunettes noires, autrefois source d'insécurité dans son enfance, sont devenues un symbole fort d'identité et d'authenticité. Elle n'était pas comme les stars glamour qui se conformaient aux standards hollywoodiens. Nana était elle-même, et dans cette authenticité, des millions de gens se sont reconnus et ont été inspirés. Au milieu des années 1970, Nana Mouskouri était devenue une figure mondiale incontestée. Elle s'est produite dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde, du Carnegie Hall à New York au Royal Albert Hall à Londres. Ces concerts attirèrent des foules au Japon, en Australie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Elle a chanté devant des rois et des reines, pour des présidents et des premiers ministres. Mais peut-être que ses prestations les plus marquantes étaient celles données devant des gens ordinaires, des familles, des travailleurs, des rêveurs, qui voyaient dans sa musique le reflet de leur propre vie intérieure. Chaque pas qu'elle a fait après ce succès emblématique en Allemagne a été soigneusement choisi et profondément intentionnel. Elle ne courait pas après la célébrité, c'est la célébrité qui est venue à elle. Ce qu'elle poursuivait, c'était la connexion. Qu'il s'agisse de chanter en gallois devant un public à Cardiff ou d'interpréter des hymnes à la liberté à Berlin pendant la guerre froide, Nana Mouskouri utilisait sa voix pour unir plutôt que diviser. Et pourtant, malgré sa légende grandissante, elle est restée incroyablement humble. Elle disait souvent qu'elle ne s'était jamais vraiment sentie comme une star, qu'elle était encore cette jeune fille d'Athènes qui rêvait à travers la musique. L'humilité qui caractérisait ses débuts l'a accompagnée tout au long de son ascension vers la célébrité mondiale. C'était l'ère décisive de Nana Mouskouri, la décennie où elle a fait des pas audacieux de Berlin à Barcelone, de Paris à Londres, passant d'une chanteuse grecque locale à l'une des voix internationales les plus chéries du XXe siècle. Ce furent les années où le monde ne s'est pas contenté d'écouter sa musique. Il est tombé amoureux de son âme. L'amour, le mariage et les silences entre les deux. Aux yeux du monde, la vie de Nana Mouskouri semblait être une chanson d'amour parfaitement composée, élégante, harmonieuse et pleine de beauté intemporelle. Avec un succès s'étendant sur plusieurs continents et une voix touchant des millions de personnes, il était facile de supposer que sa vie privée était tout aussi sereine et mélodieuse. Mais derrière la musique, derrière les projecteurs et les applaudissements, se cachait une histoire bien plus complexe, façonnée par les luttes silencieuses de l'amour, de l'identité et du sacrifice. En 1961, au sommet de sa première renommée, Nana Mouskouri a épousé Georgios Petsilas, un producteur de musique grecque qui avait été étroitement impliqué dans sa carrière. À première vue, cela semblait être une union naturelle. Deux personnes réunies par leur passion commune pour la musique et les arts. Petsilas n'était pas seulement son compagnon de vie, il était aussi quelqu'un qui comprenait les exigences uniques de l'industrie. Au fil des années, leur famille s'est agrandie avec la naissance de deux enfants, Nicolas en 1968 et Hélène en 1970. Pourtant, sous la surface de cette vie domestique, des tensions couvaient silencieusement. Dans une interview franche accordée à Paris Match en 2011, Nana a révélé la vérité derrière son mariage apparemment stable. « Ce fut le seul orage de ma vie », a-t-elle déclaré. « J'ai toujours été si exemplaire. J'étais une épouse modèle. » Ces paroles dessinaient le portrait d'une femme qui avait essayé, désespérément, de concilier les exigences émotionnelles de sa vie familiale avec l'appel incessant de sa carrière. Mais le fossé entre ces deux mondes est devenu trop profond. Selon Nana, Georgios devenait de plus en plus mal à l'aise face à son succès.
Mon mari voulait que j'abandonne ma carrière, a-t-elle avoué. Il était dans une compétition constante, non seulement avec ma musique, mais avec tout ce qui m'entourait. La jalousie, cette force lente et corrosive, a commencé à s'infiltrer dans leur relation. Il ne s'agissait pas d'infidélité ou de scandale. C'était quelque chose de plus discret, mais tout aussi douloureux. Le sentiment d'être éclipsé, laissé derrière par un partenaire dont la lumière était trop éclatante pour être ignorée. Malgré leurs efforts pour préserver leur mariage, la distance émotionnelle entre eux s'est creusée au fil des années. Ils ont déménagé en Suisse, officiellement pour leur intimité, et non pour des avantages fiscaux comme certains le pensaient, mais ce changement n'a rien résolu aux problèmes sous-jacents. Nous n'étions pas riches, a déclaré Nana. Nous avons déménagé parce qu'ils craignaient que des rivaux ne tournent autour de moi à Paris. Son insécurité s'est transformée en possessivité, et le foyer qu'ils avaient de construit ensemble est devenu un espace où l'amour s'est lentement étouffé sous le poids des attentes et du ressentiment. En 1975, après 14 ans de mariage, Nana et Georgios ont divorcé. Cette séparation a marqué un chapitre douloureux de sa vie, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que mère et figure publique. Ce fut l'une des rares fois où la Nana Mouskouri, apparemment inébranlable, a dû affronter la vulnérabilité aux yeux du public. Mais fidèle à son caractère, elle n'a pas sombré dans l'amertume. Elle s'est concentrée sur ses enfants, sur sa musique et sur sa guérison. Elle a continué à faire des tournées, à enregistrer, à chanter. Mais il y avait désormais un léger changement dans ses prestations, une profondeur accrue, un sentiment de nostalgie, voire de mélancolie, que le public ne pouvait pas tout à fait identifier. Le destin, cependant, avait d'autres plans pour son cœur. Plus tard la même année, en 1975, Nana a rencontré André Chapelle, un producteur musical français qui allait devenir son plus grand compagnon dans la vie comme dans le travail. Leur rencontre ne fut pas marquée par le tumulte ou une passion immédiate. Elle fut calme, constante, fondée sur un profond respect mutuel. André avait déjà participé à la production de certains de ses albums, et ce qui avait commencé comme une relation professionnelle a doucement évolué vers quelque chose de bien plus profond. Contrairement à son premier mari, André Chapelle n'a jamais demandé à Nana de choisir entre l'amour et la musique. Au contraire, il l'a soutenue à chaque note, chaque tournée, chaque album. Il avait compris que la musique n'était pas seulement une carrière pour elle, c'était son oxygène. Il me disait toujours de faire attention, a-t-elle confié un jour. J'ai eu de nombreux problèmes de voix au cours de ma vie. Et il a fait énormément pour m'aider à rester chanteuse. Je ne m'en rendais même pas compte à l'époque. Leur relation, fondée sur la patience et une mission commune, a perduré discrètement pendant des décennies. Ils ont vécu ensemble, travaillé ensemble, parcouru le monde ensemble. Beaucoup se demandaient pourquoi le couple ne s'était jamais marié plus tôt. Mais Nana semblait comprendre que l'amour n'a pas besoin de validation légale pour être réel. Ce n'est qu'en 2003, près de 30 ans après leur première rencontre, qu'ils se sont finalement mariés, scellant un lien qui dépassait depuis longtemps les titres et les cérémonies. Lorsqu'ils se sont mariés, ils étaient déjà bien avancés dans leur vie. Mais contrairement à l'histoire tragique et désagrégée de son premier mariage, ce chapitre était défini par le calme, la confiance et la complicité durable. André n'était pas seulement son partenaire, il était son ancre, son confident, et la personne qui l'a aidé à rester fidèle à elle-même, alors que le monde exigeait souvent le contraire. La douleur silencieuse d'une artiste. Même lorsque Nana Mouskouri trônait au sommet d'une renommée mondiale, avec plus de 400 millions de disques vendus et une voix qui transcendait les frontières, elle n'était pas à l'abri des chagrins silencieux qui accompagnent si souvent une vie passée sous les projecteurs. Derrière la grâce apparemment inébranlable de cette icône internationale de la musique, il existait une tristesse persistante, une peine qui grandissait en silence avec le temps et prenait racine dans un profond sentiment d'abandon. Pendant de nombreuses années, Nana a enduré le sentiment d'avoir été mise de côté par l'industrie même qui l'avait autrefois célébrée.
Il ne s'agissait pas d'une chute dramatique ou d'un scandale faisant la une des journaux, c'était quelque chose de plus discret, de plus intime, et peut-être même de plus douloureux. L'indifférence. Cette forme de négligence froide qui s'insinue lentement lorsque l'artiste n'est plus considéré comme nouveau ou suffisamment vendable pour les rouages commerciaux de l'industrie musicale moderne. À l'âge de 77 ans, dans un rare moment de vulnérabilité, elle s'est confiée lors d'une interview au magazine Platine, révélant le poids émotionnel qu'elle portait depuis longtemps. « Ce que je fais ne les intéresse plus », a-t-elle déclaré, faisant référence à sa maison de disques, Universal Music France. Il n'y avait aucune promotion, aucun soutien. Ils m'ont traité comme un produit. Ces paroles portaient le poids de quelqu'un qui avait donné son âme à son art pour se retrouver relégué par un système qui semblait désormais privilégier la nouveauté à l'héritage. Pour Nana, la douleur n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. Après des décennies à bâtir sa carrière avec passion, engagement et un désir constant d'évoluer, elle avait le sentiment d'être réduite à une marchandise. Autrefois, a-t-elle amèrement constaté, nous étions des artistes. Aujourd'hui, nous sommes des produits. Une vérité dure, mais honnête, sur la transformation du monde de la musique, où des voix intemporelles pouvaient être éclipsées au profit de la prochaine sensation virale. En dépit de ses accomplissements inégalés et de son nom souvent cité aux côtés de géantes comme Madonna et Céline Dion, Nana Mouskouri s'est retrouvée à devoir lutter, non pas pour la célébrité, mais pour sa dignité. Ses mots dans cette interview n'étaient pas ceux d'une femme cherchant la pitié, mais ceux d'une artiste reprenant possession de sa voix, non pas sur scène, mais dans la vérité. Cette douleur silencieuse, celle de se sentir reléguée dans une industrie qu'elle avait contribué à façonner, ne l'a jamais vraiment quittée, mais son amour pour la musique non plus, ni son lien avec ceux qui l'écoutèrent vraiment. Dans cet espace entre la déception et la dévotion, Nana a continué à chanter, non pas pour les classements, mais pour les cœurs qui n'avaient jamais cessé de l'entendre. Le retour après les adieux. En 2005, Nana Mouskouri annonça sa retraite de la scène, un moment qui marqua la fin d'une époque. Après des décennies à émerveiller les publics du monde entier, elle décida qu'il était temps de dire adieu. Une grande tournée d'adieu fut lancée, avec des concerts dans certains des lieux les plus emblématiques du monde. L'un des arrêts les plus émouvants fut à l'historique Odéon d'Hérode Atticus à Athènes, où elle fit ses adieux à sa patrie. Sous les étoiles, devant une foule adoratrice, elle chanta ses dernières notes en tant qu'artiste retraitée, enveloppée d'applaudissements tonitruants et de larmes sincères. Mais la retraite, en réalité, ne lui apporta pas la paix. Elle amena plutôt une vague de chagrin inattendu. Sans la scène, sans l'énergie du public, Nana Mouskouri ressentit un vide accablant. Elle tomba dans une dépression discrète mais persistante, luttant contre des sentiments d'inutilité et de désespoir. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie entière à créer de la beauté par la musique, le silence était insupportable. Les lumières s'étaient éteintes, mais le désir de se connecter, de s'exprimer et de partager restait aussi fort que jamais. C'est pourquoi, en 2013, près d'une décennie après sa retraite officielle et alors qu'elle approchait des 80 ans, Nana prit une décision surprenante et émotive. Elle remonterait sur scène, non pas pour la gloire, ni pour la renommée, mais pour survivre. Son retour fut baptisé la tournée Happy Birthday et s'étendit de 2013 à 2015. Ce n'était pas seulement une série de concerts, c'était une renaissance personnelle et artistique. À chaque note, chaque mot, elle adressait un message au monde. Un véritable artiste ne peut vivre sans son public. En février 2025, lors d'une interview exclusive marquant son 90e anniversaire, Nana Mouskouri se confia enfin sur l'obscurité qu'elle avait longtemps portée en silence. D'une voix à la fois posée et vulnérable, elle partagea « Il y a eu de nombreuses fois où j'ai voulu abandonner. Il y a eu des moments où je me suis sentie invisible, même en étant sur scène.
Ce fut une révélation bouleversante de la part d'une femme dont l'image avait toujours rayonné de grâce et de force. Elle admit qu'il y avait eu des années où elle n'aimait plus la musique, où elle ne s'aimait même plus elle-même. Les pressions d'une carrière implacable, la solitude de la célébrité et un profond sentiment de trahison de la part de l'industrie qu'elle avait contribué à bâtir l'avaient épuisée. Pour une femme qui avait passé des décennies à élever les autres par ses chansons, il était douloureux d'admettre qu'elle s'était, parfois, perdue en elle-même. « Je n'aurais jamais cru dire cela à 90 ans, confessa-t-elle doucement, mais la vérité, c'est que je me suis un jour sentie complètement oubliée. » Ces paroles résonnèrent dans le monde entier. Ce fut un moment d'honnêteté, de vulnérabilité, rarement vu chez des figures publiques de son envergure. Mais ce qui rendit son histoire encore plus puissante, ce fut ce qui vint ensuite. Malgré tout, elle se releva. Cette fois, non pas parce qu'elle avait besoin de la scène, mais parce que le public ne l'avait jamais laissée partir. Les messages des fans, les lettres d'admirateurs, l'amour indéfectible de ceux qui avaient grandi avec sa musique, lui rappelèrent qu'elle comptait toujours. À leurs yeux, elle n'avait jamais disparu. Le retour de Nana Mouskouri n'était pas seulement une affaire de musique, c'était une reconquête d'identité. C'était le choix de la joie plutôt que de la résignation. Et surtout, c'était la reconnaissance du lien profond entre l'artiste et son public, une connexion qui peut survivre au temps, au silence et même au désespoir. À 90 ans, Nana Mouskouri ne chante plus pour prouver quoi que ce soit. Elle chante parce que son âme danse encore avec les mélodies, parce que son cœur retient encore des paroles qu'elle doit partager. Son retour n'était pas planifié, il était nécessaire. Et peut-être que, dans cette nécessité, réside la véritable raison pour laquelle les légendes ne s'éteignent jamais. Et ainsi, derrière la voix intemporelle et les lunettes iconiques se cache une histoire de résilience, de chagrin et d'amour inébranlable pour la musique. Quelle partie du parcours de Nana Mouskouri vous a le plus surpris? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée